Bon après-midi tout le monde, ou bonne soirée, ou bonne nuit, où que vous soyez. Je me présente Serge Tremblay, je suis votre hôte pour cet après-midi. Ça me fait grandement plaisir de vous présenter le prochain conférencier qui est un ami français, un Français d'adoption maintenant au Québec, qui est ici depuis 2012. C'est devenu un très bon ami à moi et ça me fait plaisir de vous présenter M. Nicolas Georgeau qui va vous parler des étiquettes de confidentialité, qu'est-ce que c'est et comment les utiliser. Alors, à toi, Nicolas, amuse-toi pour les 50 prochaines minutes. Merci beaucoup, Serge. Est-ce que tu m'entends? Oui, parfait, on t'entend bien. Merci beaucoup. Bienvenue pour cette session. On va essayer d'aller à l'essentiel. Je viens de démarrer le compte à rebours, puisque ceux qui me connaissent savent que je ne sais pas m'arrêter. Je m'appelle Nicolas Georgeau. Je suis j'ai la chance d'être MCT et MVP autour de Microsoft 365 depuis SharePoint. Et je travaille essentiellement dans le domaine de tout ce qui est knowledge management, donc la gestion de la connaissance. Et particulièrement intéressant en ce moment, puisque vous avez probablement entendu toutes les annonces concernant toutes les nouveautés qui s'en viennent sur cette partie-là. J'avoue que je suis le premier à être très, très, très excité par ça, et de longue date, pour ceux qui me connaissent. Tout ce projet autour de comment gérer les compétences, les informations en tant que telles. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette grande boucle, c'est que les étiquettes de confidentialité font partie finalement de cette démarche justement de livrer quelque chose de nouveau dans la plateforme. On savait que depuis quelques temps, il n'y avait pas eu énormément de nouveautés sur la partie gestion documentaire dans SharePoint. On s'entend que depuis 2010, il n'y avait pas eu de grande avancée sur la partie gestion documentaire, et pour cause, c'est que la plateforme elle-même satisfaisait à la plupart des besoins. Mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et donc du big data, cette capacité à ingérer d'énormes quantités de données, la donne change et de beaucoup. Donc, merci beaucoup de participer à la session. Merci à nos partenaires et sponsors qui permettent à cet événement d'exister. Merci à tous ces gens qui sont par ailleurs souvent des amis. Donc, merci à tous ces gens qui font que on peut se parler aujourd'hui et je peux vous présenter ce sujet. Donc, me concernant, Serge l'a dit, je suis Montréalais d'adoption, québécois d'adoption et donc canadien d'adoption. Donc, je travaille pour ma propre compagnie. La principale activité que j'essaie de développer autour de ma compagnie, c'est le principe d'intelligence collective, dont on commence à parler de plus en plus. Ça fait déjà quelques années que j'essaye d'amener ce sujet. L'intelligence collective, elle est avant tout humaine. On va en reparler tout à l'heure par rapport aux étiquettes, mais elle est avant tout humaine, puisqu'elle doit se mettre en place dans des processus qui permettent de codifier et de mettre en place des bonnes pratiques autour de la façon dont on travaille dans une entreprise, et particulièrement parce que le but d'une entreprise, c'est avant tout de livrer des choses en respectant une certaine qualité. Et quand il s'agit de parler de qualité, eh bien, on ne peut pas faire les choses de façons différentes. On les fait d'une manière unique et on essaye d'améliorer la qualité. Donc c'est là où l'intelligence collective devient extrêmement importante pour mettre en commun toutes ces compétences, et particulièrement avec l'avènement de l'intelligence artificielle qui fait partie des intelligences qu'il va falloir intégrer dans ces boucles d'intelligence collective. Et c'est un peu l'idée justement de projet Cortex, pour ceux qui en ont déjà entendu parler, et on aura l'occasion d'en reparler. Mais comme introduction, pour directement continuer dans cette idée, il faut savoir que d'ici la fin de cette année, d'ici la fin 2020, on s'entend que cette année ne va pas être géniale, là, mais d'ici la fin de cette année, on estime à peu près que les humains généreront en moyenne, chacun, 1,7 mégaoctets par seconde, ce qui est vertigineux. Et toutes ces informations, elles doivent satisfaire souvent à des réglementations. Et pour information, dans le monde entier, il y a à peu près plus de 220 mises à jour réglementaires publiées par jour. Chaque jour, dans le monde, il y a à peu près plus de 220 mises à jour réglementaires. Donc pourquoi je dis ça? Parce que
Essentiellement parce que vous avez à l'intérieur de votre infrastructure ou de votre entreprise des données et que la grande difficulté, c'est souvent de mieux les connaître. Et c'est justement là que les étiquettes sont supposées nous aider. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, maintenant, par rapport aux étiquettes, c'est dans le processus de la connaissance des données, le but du jeu, c'est comment est-ce que je vais pouvoir protéger, j'ai laissé le « et » en anglais d'ailleurs, protéger et gérer les données, c'est l'idée de ce qu'on cherche à réaliser. Connaître les données va permettre de comprendre l'ensemble des données et puis surtout d'identifier quelles sont les données sensibles dans l'environnement, donc avec quel niveau d'importance. Et l'idée, elle est bien là, c'est de réussir à juste les identifier. Souvent, l'amalgame qui est fait, c'est d'imaginer que la sécurité va être mise en place par les étiquettes. On va utiliser les étiquettes pour identifier les contenus et donc y associer des informations de sécurité, entre autres. Mais l'idée de connaître ces données, c'est bien plus large que juste mettre en place la sécurité. On parle souvent justement de sécurité et conformité. Bon, c'est justement là où on va aller un peu plus loin, sachant que je ne cherche pas à vous convaincre de l'utilité de ces systèmes-là, je cherche juste à vous expliquer que ce système est en place dans Microsoft 365 et que vous le souhaitiez ou non, le système existe, vous avez payé pour, donc autant l'utiliser. Donc on voit bien que c'est le point d'entrée finalement, la connaissance des données, la bonne identification des données, c'est le point de départ pour pouvoir commencer le processus complet de protection des données. Et l'idée de gestion des données. Alors quand je dis gestion, c'est qu'il y a un cycle de vie documentaire, une information elle est créée, donc elle est créée dans un support, dans un document Word, un document PowerPoint ou autre, dans une base de données, pourquoi pas, et elle va avoir une durée de vie jusqu'à sa disparition, jusqu'à sa suppression, ou alors son enregistrement en tant qu'enregistrement de record pour l'entreprise. Donc tous ces flux-là vont être importants. Et aujourd'hui, alors ça c'est vraiment très marketing, mais on essaie de placer le plus possible l'idée d'intelligence artificielle. Tout ça, c'est on essaye d'utiliser la technologie justement pour faciliter la gestion. Donc l'idée dans cette session de 40 minutes, maintenant 38 minutes, puisque j'ai mis en route le compte à rebours, c'est pas de vous démontrer comment ça fonctionne. Encore une fois, il y a des très bonnes vidéos qui ont été livrées et je ne peux que vous engager, que vous inviter à aller consulter la vidéo ici de Sesha. Donc Sesha Mani qui est le product owner, le product manager sur la partie justement de sensitivity labels, les étiquettes de sensibilité. Et il vous expliquera sur une belle vidéo de 45 minutes à peu près, 40 minutes, comment est-ce que ça fonctionne en détail. Maintenant, essayons d'aller un peu plus loin, c'est que, comme je viens de vous le dire, vous n'avez pas vraiment le choix de mettre en place, puisque c'est déjà en place dans votre système, probablement. Donc maintenant, essayons d'aller un peu plus loin pour voir surtout les impacts que ça va avoir sur votre infrastructure. Alors, je participe en ce moment à un projet qui met en place ces étiquettes-là chez mon client actuellement. Et l'idée, c'était surtout de faire un retour d'expérience par rapport à tout ça. Premièrement, je me suis aperçu que quand il s'agit de parler de gestion documentaire, tout le monde utilise les mêmes mots, mais pour désigner des concepts différents. La mise en place d'un glossaire, c'est essentiel. Quand vous commencez à parler avec des gens sur un projet, c'est essentiel de vous assurer que le niveau de compréhension est bien le même pour tout le monde. Alors, ce n'est pas vrai que pour les projets de gestion documentaire. Bien souvent, il y a beaucoup de projets sur lesquels ça peut être bien utile, mais intégrer dans votre plan de gouvernance cette idée du glossaire. Et l'idée du glossaire, elle doit être revue, des nouveaux termes doivent être ajoutés, exactement comme vous le feriez dans un code. Donc, il doit y avoir des propositions qui doivent être validées. Il doit y avoir un comité de relecture pour valider le glossaire. On s'entend qu'on peut simplifier les choses à l'extrême, mais ça doit faire partie du plan de gouvernance. Et pour rappel, un plan de gouvernance, ça ne se met pas en place et ça ne s'oublie pas, ça se maintient, ça se tient à jour, avec des règles qui doivent être mises en place dès le début de révision du plan de gouvernance. Puisque votre plan de gouvernance, il ne fait que refléter finalement vos processus. Et dans une entreprise qui est vivante, qui donc rencontre des nouveaux défis, qui rencontre des nouvelles demandes, qui doit s'adapter à la demande du marché et à la concurrence, elle doit faire évoluer ses processus. C'est la réalité.
C'est d'ailleurs l'objet de la conférence qui suit juste après et dont on parlera de plus de gouvernance sur la partie Power Platform. Donc, c'est très important de positionner justement les rôles, les responsabilités à l'intérieur du glossaire. Quand on parle d'administrateur de conformité, c'est de quoi on parle? Préciser qu'est-ce que c'est la conformité. Particulièrement parce que, je vais y revenir tout à l'heure un peu plus en détail, mais ce dont je m'aperçois avec le projet sur lequel je travaille actuellement, c'est que on a une approche très ingénieur, très ingénieur sur la plupart des problématiques. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on rencontre un problème, on essaye d'y répondre par directement une solution. C'est-à-dire qu'on a un problème documentaire, SharePoint. Mais attendez, là, on va d'abord exprimer le besoin, puis voir quel est le processus. La façon dont ça fonctionne, normalement, c'est que les technologies qu'on met en place et les solutions qu'on choisit pour répondre à ces différentes problématiques doivent satisfaire, doivent venir en support à un processus, et non pas le remplacer et voire même le faire disparaître. Depuis SharePoint 2010, ça s'est amplifié, c'est-à-dire que de plus en plus, les entreprises ont même oublié de faire vivre leur processus. Au point où on arrive aujourd'hui, on parle d'onboarding quand un nouvel employé arrive dans une entreprise, donc c'est qu'est-ce qui se passe quand le nouvel employé arrive. On n'a même plus le réflexe de lui expliquer les différents processus qui permettent à cette personne d'être efficace dans son travail. Donc, parmi les glossaires, je donne juste quelques petits exemples. Métadonnées. Le terme métadonnées est bien précis. On a donc dans l'entreprise des données. Cette donnée est, par exemple, un document dans lequel on va retrouver plusieurs titres et plusieurs paragraphes, etc. Donc, pour préciser, pour décrire cette donnée, on va utiliser ce qu'on appelle justement une métadonnée. On s'entend qu'un document, c'est un assemblage, finalement, on peut le voir comme une petite base de données, c'est un assemblage de titres, de paragraphes et de différents éléments, comme des images qu'on va retrouver dans un document. Vous savez depuis OpenXML que le document Office est une base de données en soi. Donc, on peut très bien imaginer que justement cette métadonnée va permettre de diffuser finalement des données qui permettent de décrire le document sur l'ensemble du document. C'est le but de la métadonnée. Et le but de la métadonnée, c'est surtout de travailler par type de document. Donc, vraiment le content type, l'idée du content type qu'on avait dans SharePoint, le but de la métadonnée, c'est d'arriver à définir un ensemble d'objets de même type, comme par exemple des contrats ou des bons de commande, par exemple. Ça sert aussi au système de recherche par facette. C'est très important pour ça, parce que la recherche, elle est aujourd'hui essentielle dans les systèmes modernes. La différence avec le marqueur, le tag. Donc, quand il s'agit d'utiliser tag, si vous cherchez la traduction littérale de tag, on tombe souvent dans le cas de l'étiquette. C'est-à-dire qu'on va dire un tag, c'est une étiquette, comme par exemple une étiquette sur une valise. C'est très différent. Le tag va être une métadonnée. Le tag n'est qu'une métadonnée. C'est un format de métadonnée. Le tag, on a pris l'habitude de l'utiliser, c'est un marqueur. Donc, toutes les métadonnées ne sont pas des tags, mais tous les tags sont des métadonnées. Et ce sont des informations, en règle générale, entrées librement, qui vont constituer justement la folksonomie, à contrario de la taxonomie qui est imposée par des métadonnées structurées. Et vient donc un autre élément ensuite, qui est donc notre fameux label. Donc le label qui est donc traduit par étiquette. Mais on pourrait aussi le traduire par le terme français label finalement. Donc le label, c'est finalement défini appliqué sur un conteneur. C'est-à-dire ça va permettre de rassembler plusieurs éléments hétérogènes sous une même appellation, sous une même étiquette. L'étiquette, à terme, elle va permettre d'appliquer probablement des métadonnées, entre guillemets, globalement à des éléments qui pourraient se trouver dans un espace Teams, par exemple. C'est-à-dire qu'on va pouvoir appliquer un label unique, une étiquette unique, à un ensemble d'éléments qui vont se trouver à l'intérieur d'un site SharePoint ou d'un espace Teams, comme par exemple les discussions, les documents, les tâches, les réunions, les enregistrements de réunions, etc. Donc c'est l'idée de l'étiquette unifiée. C'est exactement l'idée, le système de l'étiquette unifiée. C'est d'être capable de dire, mon document, j'ai classé un site Teams comme sensible. Ça veut dire que tous les documents qui sont à l'intérieur doivent être classés comme sensibles, ainsi que toutes les conversations qui se produisent à l'intérieur de cet espace. Donc,
on cherche à appliquer finalement, à trouver avec cette étiquette, le moyen d'appliquer de manière globale à un conteneur une information, particulièrement ici, sur la sensibilité. Mais l'étiquette peut être utilisée ailleurs, comme par exemple la rétention. C'est encore un autre sujet et je ne l'aborderai pas ici. On va parler uniquement des étiquettes de sensibilité. Donc voilà, c'est important de bien préciser ces informations-là quand vous commencez à gérer votre projet à l'intérieur des étiquettes, dans le cas des étiquettes de sensibilité. Je n'ai pas forcément nature à ce que vous venez de lire dans le glossaire, et pas forcément, on peut en discuter, je veux dire, je n'ai pas forcément raison sur tout ça, et ça peut être très intéressant justement de peut-être travailler sur un glossaire communautaire sur lequel on pourrait s'entendre de manière unique, et pour une fois en français, ça pourrait être bien, parce que ça permettrait d'éviter les erreurs de traduction qui peuvent exister depuis l'anglais américain. Puisqu'on en est au tout début de parler de cette discussion autour des étiquettes, la discussion qui revient souvent, c'est mes fameuses licences. Il faut juste simplifier au maximum cette idée des licences. Il existe deux façons d'appliquer les étiquettes, globalement. La façon manuelle et la façon automatique grâce à de l'intelligence artificielle. Donc, c'est les deux façons d'attribuer vos étiquettes. Et ça va vous aider à comprendre la façon dont les étiquettes dont les licences vont être attribuées. Dans le cadre des licences manuelles, votre Microsoft 365 E3 permet de gérer les étiquettes de sensibilité. Par contre, dès lors où vous essayez de mettre en place des étiquettes de sensibilité de manière automatique, par exemple en identifiant à l'intérieur d'un document ou d'un ensemble de documents un pattern, une routine, si vous essayez d'utiliser ces processus automatiques d'attribution des étiquettes, automatiquement, vous avez besoin d'une licence Microsoft 365 E5 ou alors, plus particulièrement, un plan sécurité, comme par exemple Microsoft 365 Information, Protection et Gouvernance. Donc là, ça devient un peu plus complexe. Je n'irai pas sur cette partie-là parce que, pour moi, en tous les cas, on est plus dans le marketing quand il s'agit de parler des étiquettes automatiques, puisque pour l'instant, ce n'est que de la preview. Ce n'est pas encore quelque chose qui est livré General Availability dans vos environnements. Et encore une fois, je vous le répète, des environnements de production, on ne met en place que des choses qui sont en production. On va éviter les previews, on va garder ça pour nos environnements de test. Mais ça, c'est plus large en termes de gouvernance. Donc, notre fameuse idée pour connaître les données, ça va s'appuyer sur plusieurs choses, justement, et ce qu'on va appeler justement tout ce qui est découverte des données. Pour pouvoir mettre en place les étiquettes de données, les étiquettes de sensibilité, excusez-moi, on va commencer premièrement par planifier un peu tout ça. Tout simplement parce que c'est un énorme projet quand vous le prenez en tant que tel. Si vous amenez ce projet-là à l'entreprise, en expliquant que vous allez vous mettre demain à connaître les données, ça va probablement poser certaines questions à la partie business. C'est que déjà que les administrateurs ont tendance à un peu tout connaître et un peu tout voir à l'intérieur des systèmes, mais en termes de sécurité, qu'est-ce qui se passe? En termes de gouvernance, comment est-ce que ça va se passer? Et puis aussi, parce qu'en termes de gouvernance, ça a un impact majeur dans la mesure où, jusqu'à maintenant, on imaginait que la gestion documentaire était gérée par des TI. Ce n'est pas vrai. La gestion documentaire, si elle est gérée par des TI, je pense que vous avez un problème. La gestion documentaire doit être gérée avant tout par la business, les affaires, qui doivent définir, encore une fois, la base des processus et qui vont définir ensuite les différents besoins en termes d'organisation et de structure documentaire. Mais ce passage-là, ce changement-là, qui va être probablement considéré comme une perte de pouvoir pour les TI, doit être bien géré. Et ça, sur le plan politique en interne, ça peut provoquer des séismes. Donc attention à ça. Il ne faut pas sous-estimer les conflits de gouvernance TI-business. C'est extrêmement important. Et c'est la raison pour laquelle, vous l'auriez noté, vous l'avez déjà noté, Security and Compliance ont été séparés dans deux administrations différentes dans Microsoft 365 et que les rôles commencent à arriver pour bien éclaircir, bien faciliter l'accès à la plateforme d'administration pour des non-techniciens. Puisque mettre en place des étiquettes et gérer les étiquettes de sensibilité, ça doit être tout sauf technique. Donc attention à ne pas sous-estimer cette partie gouvernance sur la partie définition et planification. Ensuite, ce que je fais,
moi, ce que j'ai pour l'habitude de faire, c'est reprendre un graphique qui est disponible sur le site de Microsoft et qui va vous aider. Mettre en place les niveaux de protection de l'information. Donc ça, c'est vraiment juste un document que vous pouvez juste échanger, travailler dessus au tableau blanc. C'est de définir justement ces niveaux de protection que vous souhaitez mettre en place. Donc on s'entend que ici, les termes qui sont utilisés sont des termes américains, mais on peut imaginer facilement de les franciser. Et ce diagramme va vous permettre de travailler sur les différents prérequis que vous allez pouvoir mettre en place jusqu'à définir ce genre de tableau. Par exemple, définir la classification de la sécurité des données. Attention, vous allez mettre le doigt dans quelque chose qui est quand même assez complexe et qui touche à la totalité de l'entreprise. Donc, faites les choses simples. On a l'habitude chez les informaticiens de faire des choses extrêmement compliquées, d'avoir des niveaux de sensibilité extrêmement complexes dès le début. Partez simple. Start small. C'est très facile dès le début de dire, OK, j'ai 4 contenus. Le contenu public, ça c'est facile. C'est tout ce qui est publié à l'extérieur de ma compagnie, sur le site web ou avec des fournisseurs ou avec des clients. Le contenu interne, qui va être limité uniquement aux personnes à l'interne. Le contenu sensible, qui demande un niveau d'accréditation un peu plus important, un peu plus élevé. Et le niveau confidentiel, qui là est strictement limité, par exemple, à la direction. Donc ça, c'est très facile. Et vous noterez ici que il faut pas surcharger les couches. Parce que vous allez voir après qu'on va très rapidement tomber dans un peu plus de complexité sur ces différents niveaux intermédiaires. Donc ça, c'est à très haut niveau, ce que vous devez définir déjà dans un premier temps, mais ne vous engagez pas tout de suite, c'est mon conseil, dans revoir la totalité d'un coup. C'est la raison pour laquelle je vais mettre en place des sous-labels et je vais travailler sur des sous-labels ensuite, des sous-étiquettes. Mettez en place des classifications toutes simples et commencez à travailler, à itérer sur cette idée-là. Ensuite, j'ai un deuxième tableau qui va me permettre de détailler un peu plus. OK, qu'est-ce que ça veut dire ces niveaux de sensibilité d'un point de vue, par exemple, accès ou rétention des données ou protection de l'information? On peut commencer ici à en parler un peu plus pour savoir un peu plus, OK, où est-ce que je m'en vais là-dessus? OK, est-ce que j'ai besoin du MFA sur certains documents? Est-ce que j'ai besoin de valider certaines façons d'accéder au contenu? Tout ça doit être défini. Est-ce que mes documents, quand je les publie à l'extérieur, ils doivent satisfaire un certain standard pour ne pas avoir de problème de diffusion, par exemple avec des partenaires qui pourraient ne pas utiliser Office ou qui pourraient avoir d'autres contraintes sur le plan matériel? Donc tout ça, en tous les cas, il faut y penser au début. Donc c'est très facile, au travers d'une grille comme celle-là, de définir très très rapidement vos niveaux de besoin. Est-ce que j'ai besoin de RMS interne? Est-ce que j'ai besoin de tout ça? Ça va vous aider aussi pour planifier vos licences. Parce que quand il s'agit de budgéter une solution, toujours intéressant de savoir où est-ce qu'on s'en va. Ensuite, par défaut, à l'intérieur de Microsoft 365, vous avez des types d'informations sensibles qui sont déjà prédéfinis. Je vous recommande de partir dès le début dans l'utilisation déjà de ces étiquettes sensibles, par défaut. Donc, par exemple, je vais retrouver, pour le cas du Canada, mais elle existe aussi pour la France, tout ce qui est numéro de carte de crédit, le numéro SWIFT, tout ce qui est numéro NAS, on appelle ici le numéro d'assurance sociale, qui est un numéro extrêmement sensible puisqu'il est utilisé dans énormément de communications ici avec l'administration. Donc, dès que ces informations sont identifiées dans un document, là encore, je ne sais pas encore quelle décision je vais prendre, mais il faut que je sache que ce document contient une information qui pourrait être sensible. Donc, c'est vraiment le but de cette première étape, identifier tout ça. Donc, prendre les types d'informations sensibles par défaut et venir le compléter avec certains types d'informations sensibles locales, parce que le plus difficile, quand on commence à parler avec la business, c'est qu'elle puisse se représenter ce qu'on entend sur le plan technique. Donc, si vous, dès le début, vous rentrez dans le système, par exemple, les numéros d'adhérents, les numéros de contrat ou les numéros de facture interne, des numéros, des types de données qui sont vraiment spécifiques à votre activité, ça va permettre aux utilisateurs, ou en tous les cas aux gens avec lesquels vous allez travailler dans la définition de cette étiquette, de bien comprendre à quoi elles servent. Donc ça va être très important dès le début de pouvoir en identifier au moins une ou deux. Ensuite, ce que vous allez définir, ou ce que je vous propose de définir, c'est de dire, j'ai mes étiquettes de sensibilité qui sont les 4 qui sont définies ici, donc public, interne, sensible, restreinte, qui sont les étiquettes principales. Et moi, je suis juste descendu d'un cran. Je travaille dans un projet qui ne gère pas la totalité de la gestion documentaire, mais qui s'occupait de déployer Teams pour servir à un besoin
primaire qui était la gestion des projets. Donc, je vais descendre d'un cran et je vais dire, OK, j'ai un niveau juste en dessous dans mes étiquettes qui va être plus précis et qui va me permettre de travailler sur mes projets. Donc, je vais créer des niveaux, des sous-étiquettes, interne projet, sensible projet, restreinte projet. On est vraiment dans une démarche, comme Microsoft l'appelle maintenant, le ramp, walk, run, donc le rampe, marche, court, le truc imprononçable quand vous essayez de le dire vite. Mais c'est vraiment l'idée de mettre en place un système d'itération en fait. Faites un test, mettez en place les étiquettes. Vous pouvez vous tromper, c'est pas très grave, puisque de toute façon, ce ne sont que des étiquettes qui sont associées à des documents. Et si vous mettez à jour l'étiquette, automatiquement, l'association qui existe avec des informations que vous avez déjà étiquetées, elle va suivre. Sauf une chose, quand vous jouez avec les étiquettes, là je parle des étiquettes de rétention, n'activez surtout pas le record management dans une étiquette de rétention si vous faites des tests, puisque dans le cas du record management, vous ne pouvez pas supprimer cette information. Donc vous ne pourrez pas ni modifier l'étiquette, ni la supprimer. Attention à ça. Donc, ça parle des rétentions, mais c'est une information, parce que les étiquettes, en fait, utilisent les mêmes référentiels en termes de nommage. Donc, ça veut dire que, mettons, vous mettez dans votre environnement une étiquette de rétention, vous avez fait un test qui s'appelle, par exemple, confidentiel, et vous avez appliqué le record dessus, donc in-place record, ben, ça veut dire que vous ne pourrez pas utiliser le mot confidentiel à l'intérieur des étiquettes de sensibilité, par exemple. Donc, faites attention à ça. Mais encore une fois, les étiquettes de rétention, c'est un autre sujet. Donc ensuite, ce qu'on a mis en place, et ce que vous devez mettre en place, une fois que vous avez défini vos étiquettes, c'est de publier ces étiquettes, les rendre publiques, au travers de ce qu'on appelle des politiques d'étiquettes de sensibilité. Donc une fois que vous avez défini votre étiquette, basée sur peut-être un pattern, une information que vous souhaitez identifier, il va falloir la publier et la rendre disponible pour un ensemble d'utilisateurs. C'est la grosse différence des étiquettes de sensibilité, c'est que vous allez travailler par groupe d'usagers. Tout l'avantage, par exemple, pour les projets. C'est-à-dire que dans mes projets, c'est facile pour moi d'identifier tous les utilisateurs qui participent à des projets et donc de venir leur appliquer les étiquettes additionnelles qui vont toucher plus spécifiquement au projet. Ou alors d'identifier des gens qui vont travailler sur le finance, qui vont travailler sur la communication, qui vont travailler sur le légal. Et donc de définir ici des niveaux de politique différents, permettant de rendre les étiquettes disponibles ou non aux utilisateurs. Je vais vous montrer tout à l'heure très rapidement à quoi ça correspond. Donc voilà, très rapidement, comment est-ce qu'on peut préparer, planifier toute cette mise en place. Je vais juste basculer ici dans un document Word, vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Dans le document Word que vous voyez à l'écran ici, vous avez dans le ruban la disponibilité des niveaux de confidentialité ici. Vous allez tout simplement ici sélectionner, l'utilisateur va sélectionner le niveau de sensibilité qu'il veut appliquer à son document. On est bien dans le cas de ma licence Microsoft E3 qui me permet de bien utiliser la classification manuelle. Donc ici, je vais choisir la classification que je souhaite apporter. Comme l'utilisateur avec lequel je me suis connecté appartient à la population générale plus projet, je retrouve automatiquement à l'intérieur de mes étiquettes de sensibilité ici mon sous-niveau, qui est donc projet interne ou projet sensible. Donc, vous voyez l'idée, c'est que quelqu'un qui ne participe pas au projet ne verrait pas ces sous-étiquettes ici apparaître, mais par contre, verrait peut-être celles dédiées au légal, par exemple, ou à la comptabilité. Donc, c'est là toute l'idée, justement, de la catégorisation de cette étiquette. Donc voilà pour l'exemple très rapide et comment est-ce qu'on met en place ce niveau de confidentialité. Vous voyez que ces étiquettes, automatiquement, quand elles s'appliquent, elles font apparaître des informations dans le document, elles font apparaître des informations spécifiques sur mon document pour pouvoir l'identifier. S'il est confidentiel, je vais voir apparaître par exemple un bandeau en rouge, etc. Encore une fois, là, je vous invite à consulter la vidéo de Secha parce qu'il vous explique la totalité de ce principe-là avec les différents labels qui peuvent être appliqués. Maintenant, comment est-ce qu'on met en place tout ça? Alors là, c'est là que ça se complique un petit peu. Parce qu'il y a deux possibilités différentes. Premièrement, le cas où vous n'avez jamais touché aux étiquettes de sensibilité auparavant. Dans ces cas-là, super, génial. Je vais tout simplement mettre en place, activer mes étiquettes et commencer à y travailler directement dans mon environnement. Mais il se trouve que certaines entreprises avaient déjà auparavant activé les étiquettes
Azure Information Protection. Donc ces étiquettes-là, finalement, vont devoir migrer vers votre nouvel environnement pour pouvoir être utilisées directement dans l'environnement Microsoft 365. Vous avez ici une documentation complète, si vous suivez ce lien, qui va vous guider dans la marche à suivre pour la migration de cette étiquette. Je ne rentrerai pas dans le détail ici parce que malheureusement, je pense que ça prendrait, rien que ça prendrait déjà un bon 2 heures, rien que pour expliquer tout le process. Ensuite, dans la préparation de l'environnement, il faut activer le support dans SharePoint et OneDrive. Ça, c'est la partie qui est déjà General Available. Comme cette partie est déjà disponible, vous n'avez probablement pas à l'activer, puisqu'elle est déjà activée par défaut. Donc, il suffit tout simplement de consommer les étiquettes de sensibilité directement dans votre environnement, comme on va le faire dans quelques minutes. Mais si vous avez à les activer, voilà la commande PowerShell qu'il vous suffit d'utiliser pour activer cette intégration. Vous voyez ici qu'on cite l'intégration AIP, donc, qui vient justement de Azure Information Protection. Ensuite, si vous souhaitez le faire dans des environnements de test, si vous voulez voir un peu à quoi ressemble tout ça, et anticiper sur les nouveautés qui seront bientôt disponibles, vous pouvez activer le support des groupes Office. Donc c'est tout ce qui est, on appelle ça les groupes Microsoft 365, là, mais quand vous arrivez dans l'interface de Microsoft 365, l'appellation est tout simplement groupe Office. Ou groupe bureau d'ailleurs, parce que quand la traduction est mise en place, automatiquement ça s'appelle bureau, ce qui est un peu dommage de traduire ce terme-là, mais bon, c'est bien au groupe Office. Donc les groupes Office, ils servent, bien sûr, ils ont en support les sites SharePoint et ils vont servir de support aux équipes Teams. Donc c'est l'activation de cette fonctionnalité qui est pour l'instant encore en preview va permettre justement d'appliquer une étiquette non plus juste au niveau de mes documents, mais bien au niveau d'un conteneur complet. C'est-à-dire que j'ai bien mon équipe Teams qui va avoir une étiquette qui va être par exemple projet sensible, et tous les documents, toutes les conversations, toutes les vidéos des réunions qui sont à l'intérieur vont être automatiquement étiquetées avec cette information. C'est bien l'idée. Et donc, je vous ai mis ici la commande PowerShell. Je me suis trompé ici, vous allez retrouver les informations directement sur la prochaine slide. Ce qui vient directement dans la préparation de l'environnement, c'est bien l'attribution des groupes de rôles. Je vais juste basculer sur ma slide suivante. Voilà. Donc, oui, petit rappel, hein, oui, vous pouvez faire tout ça au travers de l'interface, mais soyez un bon administrateur, là, je suis désolé, mais si vous ne connaissez pas et si vous n'utilisez pas encore SharePoint aujourd'hui, si vous n'avez pas de stratégie autour de votre PowerShell, désolé, je parlais de SharePoint, mais si vous n'avez pas de stratégie autour de PowerShell, vous avez un problème, un sérieux problème de gouvernance. Donc, dans les priorités que vous allez avoir à gérer, parmi tous ces problèmes de gouvernance, vous allez devoir probablement réfléchir à la façon dont PowerShell se met en place. Parce que tout ce que vous allez activer, moi je vous recommande de très fortement l'opérationnaliser dès maintenant en PowerShell. Toujours penser à l'opérationnalisation, réaliser vos propres modules. Attention à ne pas utiliser des modules pris à droite à gauche sans avoir du code vérifié. Il faut avoir une vraie logique de code review sur les modules que vous allez utiliser en interne, bien valider les différentes versions des modules Microsoft que vous utilisez ou des modules complémentaires. Mais tout ça, c'est quelque chose que vous devez maîtriser. Parce que quand il s'agit de livrer quelque chose en production dans votre environnement, où vous avez, mettons, vos 1500 ou 5000 utilisateurs, il s'agit de ne pas se tromper. Donc, simplifiez-vous la vie, planifiez et opérationnalisez tout ça, et surtout, pensez à homogénéiser les formats d'entrée, les différents paramètres, et les formats de sortie, les logs et les rapports. Ça va vous faciliter la vie pour la suite. Si vous le souhaitez, on pourrait en reparler un peu plus tard sur cette session sur PowerShell. J'ai du contenu sur ce sujet-là aussi. Donc, maintenant, dans la préparation de l'environnement, j'ai aussi, bien sûr, ma définition des rôles. Puisque quand il s'agit aujourd'hui de travailler dans l'environnement Microsoft 365, vous savez que vous avez énormément de rôles qui arrivent, et particulièrement sur tout ce qui est Security and Compliance. Énormément de changements sur cette partie-là. On ne parle plus maintenant de rôle des utilisateurs, mais on parle de groupes de rôles. C'est-à-dire qu'on parle de groupes de rôles qui vont avoir un ensemble, finalement, de permissions. Donc, c'est quelque chose qui vient d'être livré il n'y a pas très longtemps et qui vient de changer dans la stratégie de Microsoft. Donc, ici, ce sont les rôles qui ont un rapport direct avec la gestion des étiquettes. Donc, que ce soit de la lecture ou de l'administration des étiquettes. Mais vous voyez ici qu'il va falloir sérieusement se pencher sur qui va prendre quel rôle
dans la compagnie pour pouvoir gérer convenablement les étiquettes de sensibilité dans votre environnement. Les slides sont disponibles après, hein, donc vous aurez la possibilité de consulter toutes ces informations-là et de consulter les liens que je vous ai mis à chaque fois en référence. Mise en place des étiquettes, plutôt facile. C'est juste vraiment un new label, c'est relativement simple, mais encore une fois, créer une étiquette, c'est facile. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais j'essaie de créer l'étiquette et qu'elle existe déjà, etc. Donc toutes ces réactions autour de PowerShell doivent être prises en compte dans votre code, et c'est ce que j'appelle justement de la planification ou la réalisation de vos modules en fonction de vos besoins qui vont vous permettre d'automatiser toute cette partie-là. On s'entend qu'ici, le nom et le commentaire, le nom, le display name, le commentaire ne sont que des paramètres. Donc c'est comment, avec peut-être un fichier JSON, vous allez alimenter votre module pour pouvoir créer vos différentes étiquettes en fonction de vos besoins. Donc créer une étiquette, facile, new label, vraiment hyper simple pour pouvoir mettre ça en place. Vous voyez ici que je n'ai pas de notion de langue. Pourtant, quand il s'agit de gérer les étiquettes de sensibilité, je peux avoir des environnements multilingues où mes étiquettes de sensibilité doivent être disponibles dans d'autres langues. C'est pris en compte. Vous avez dans les paramètres, justement, de cette commande PowerShell, une extension qui permet de gérer comme finalement une table, un array que vous allez rentrer à l'intérieur de votre commande PowerShell et qui va permettre de dire, pour le français, voilà la version, pour l'anglais, voilà la version, pour l'italien, etc., etc. Donc, tout ça, c'est pris en compte d'ores et déjà dans l'idée des étiquettes unifiées. Publier les politiques, exactement la même chose. New Label Policy, vous voyez, c'est vraiment juste encore une fois une commande. Pensez à séparer votre module, peut-être avoir un module global pour la gestion des étiquettes et qui va avoir deux fonctions à l'intérieur du module. Une fonction qui permet de publier des étiquettes, de créer des étiquettes ou de les gérer, et une fonction qui va permettre de publier les politiques. Donc, c'est ce que aujourd'hui je réalise pour mon client, justement. C'est la mise en place de ce module qui va permettre de mettre en place ces fonctions que mes administrateurs ou que mes opérations, finalement, vont utiliser pour livrer des sets de paramètres. Donc, une fois que les étiquettes sont publiées, je vais directement maintenant me rendre dans mon environnement pour vous montrer un peu à quoi cela ressemble. Je vais trouver juste le bon navigateur. Donc, une fois que vous êtes en place à l'intérieur de votre environnement, une fois que vous avez mis en place ces informations dans votre environnement, voilà, dans l'ancienne interface du centre de conformité et de sécurité d'Office 365, qui est l'ancien module, et voilà à quoi ça ressemble dans le nouvel environnement que vous voyez ici, l'environnement de sécurité de Microsoft 365. Donc, je retrouve ici mes étiquettes de confidentialité. Là encore, vous allez devoir utiliser les termes que Microsoft vous pousse. Si le terme correct devrait être finalement sensibilité, parce que la sensibilité n'indique pas forcément une confidentialité. C'est ça toute la différence dans les problèmes de traduction. C'est que si je mets une étiquette de sensibilité publique, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on parle de confidentialité dans ce cas-là. Bref, dans l'environnement Microsoft, ça s'appelle étiquette de confidentialité. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, l'interface administration de Microsoft 365, essayez de l'oublier au maximum pour vous appuyer directement sur votre script PowerShell qui va vous permettre de mettre en place vraiment votre logique et votre idée sur tout ça. Donc, ici, vous voyez ici que mes étiquettes ont été créées. Je ne vais pas aller dans le détail parce que franchement, vous les connaissez probablement toutes les options. Je peux définir quand je fais la modification de l'étiquette, est-ce que je vais avoir besoin de mettre en place du chiffrement? Si vous mettez en place du chiffrement ici, vous avez besoin d'avoir RMS en arrière. Là, ça serait trop long à expliquer, mais il faut que l'infrastructure soit en place pour être utilisable. Ensuite, est-ce que je choisis de marquer le contenu? Est-ce que je veux appliquer, par exemple, un pied de page, chose que j'ai fait dans mon diaporama en arrière, et vous voyez ici le document public MuBrain qui apparaît sur les diapositives. Ensuite, bon, bien sûr, je peux mettre un filigrane, je peux mettre un en-tête, je peux mettre le texte en rouge, je peux mettre le texte en bleu, je peux définir les polices que je vais utiliser, etc. Est-ce que je veux utiliser l'étiquetage automatique? Là, on parle justement de l'étiquetage automatique autour des applications Office.
Étrangement, ici, on ne parle pas réellement de la fonctionnalité qui est en preview, qui utilise l'intelligence artificielle qui nécessiterait une licence additionnelle. Ici, on parle vraiment d'utiliser d'étiquetage automatique dans les applications Office, qui fait partie de la licence E3, à vérifier, mais il me semble que ça fait partie de la licence E3, sans licence additionnelle. Ici, vous voyez que je n'ai pas encore activé la preview dans mon environnement ici, parce que sinon, je verrais une autre option qui me permettrait de définir l'étiquette pour Teams, enfin pour mon groupe Office finalement. Donc, pour tout ce qui est Teams, SharePoint, etc., j'aurais la possibilité ici de définir une étiquette ou une étape supplémentaire qui me permettrait de définir si j'applique ou non l'étiquette à ces types de conteneurs. Et finalement, ici, il me suffit de valider, donc d'envoyer, pour automatiquement valider cette étiquette et la faire apparaître ici. Faire apparaître une sous-étiquette, c'est simple, 3 petits points, ajouter une sous-étiquette. J'ai la possibilité ici de modifier l'ordre de sensibilité, donc ça va vous aider à classifier ou à catégoriser votre sensibilité, donc mettre en place un ordre. L'ordre part de 0, donc attention quand vous mettez en place votre documentation, le niveau 0, c'est vraiment le niveau public, tant qu'à moi en tous les cas, donc le niveau le plus faible. Donc pensez à mettre en place tout cela. Et quand vous appliquez les stratégies d'étiquette, ben c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure, c'est mettre en place l'étiquette générale au projet. Tout à l'heure, dans le script que je vous ai montré, je n'appliquais pas ces étiquettes à une population. Donc, il faudra modifier légèrement le script que vous avez vu tout à l'heure à l'écran pour ajouter la population à laquelle vous souhaitez appliquer cette étiquette de sensibilité. Est-ce que c'est un groupe d'utilisateurs particuliers ou est-ce que c'est à toute la compagnie? Donc, vous devrez mettre en place ou gérer tout ça. Et vous voyez ici, étiquetage automatique, c'est... Oui. Il te reste 9 minutes. Oui, je sais. Merci. Donc, vous voyez ici, l'étiquetage automatique, c'est typiquement la fonctionnalité qui vient avec la gestion des licences à améliorer, en tous les cas, les licences supplémentaires pour gérer ça. Le résultat de tout ça, ce qu'on souhaite obtenir, c'est tout simplement d'avoir, par exemple, ici un document à l'intérieur de mon espace projet qui va être marqué identifié avec le niveau de sensibilité. Vous voyez ici que je n'ai pas d'informations ici sur mon groupe SharePoint, tout simplement parce que dans le cadre de mon utilisation pour l'instant, je n'ai pas encore activé ce que l'on appelle ici les étiquettes. Je suis encore dans le mode qu'on appelle classique, qui est probablement le mode dans lequel vous êtes, qui permettent d'ajouter les classifications, mais spécifiques à chacun des workloads. Donc là, ça permettait d'ajouter les étiquettes uniquement à Teams, par exemple, qui lui allait les appliquer directement au groupe Office. Donc, groupe Office, SharePoint, tout ça c'est imbriqué, mais ce n'était pas encore les étiquettes unifiées à cette époque-là. Ce que vous allez mettre en place, et le preview travaille actuellement à mettre en place ça, c'est d'activer les étiquettes unifiées qui sont utilisées aujourd'hui dans SharePoint et OneDrive à l'ensemble des éléments que vous avez dans les groupes Office et donc de remplacer ici les classifications que vous auriez pu mettre en place dans les classifications classiques de Teams. Donc attention à ça, quand ce projet arrivera à GA, ça veut dire que probablement que vous aurez une mise à jour de vos classifications à faire sur votre infrastructure. Donc, c'est vraiment ce qu'on cherche à obtenir, c'est vraiment d'avoir cette information ici sur le niveau de confidentialité sur mon document et de dire, ben voilà, OK, mon document, vous le voyez ici dans mes diapositives, il est marqué comme document public NewBrain. Donc, c'est juste une information qui s'est rajoutée de manière automatique parce que dans mon PowerPoint, j'ai donc ajouté, ajouté l'étiquette de sensibilité publique à ce contenu. Donc, voilà pour le contenu. J'essayais d'avoir une approche un peu plus gouvernance et un peu plus expérience, retour d'expérience sur l'utilisation des labels. J'aurais pu vous faire une grosse démonstration marketing avec des slides dans tous les sens et du clic pour vous montrer à quel point c'est génial de voir les étiquettes de sensibilité. Allez voir sur la session de Secha, elle est en anglais, mais l'avantage c'est que vous avez l'information directement par le Product Manager, donc c'est toujours plus fiable que de l'avoir par quelqu'un d'autre. Tant qu'à moi, j'ai utilisé pour préparer cette session des références que vous avez ici à l'écran. Donc, comprendre le Unified Labeling Migration, c'est justement l'explication de comment on part de AIP, qu'on migre justement vers les étiquettes unifiées et comment est-ce qu'on va devoir faire appliquer ces étiquettes unifiées sur mes Teams et mes SharePoint. Donc, comment est-ce que je vais devoir faire évoluer tout ça? C'est des gros changements dans une infrastructure, à ne pas négliger. Donc, vous voyez ici quelques raccourcis que vous pouvez utiliser sur les sensitivity labels pour SharePoint et OneDrive.
sachant que celles-là sont déjà effectives et vous pouvez les utiliser. Je commençais à jouer avec. Ici, celles qui permettent de s'appliquer sur Teams et pour mes Microsoft 365 Groups, donc mes groupes Office. Ceux-là ne sont qu'en preview. Et le dernier lien que j'ai mis quand même pour l'Automatic Classification, c'est super, super drôle, c'est super intéressant, c'est génial. La classification automatique, tant qu'à moi pour l'instant, on est encore en preview. Et allez-y doucement pour mettre ça en production. Gardez-vous une gêne pour mettre ça directement en production. Donc, voilà pour le contenu que j'avais à couvrir à l'intérieur de cette session. Donc, tu vois, Serge, au niveau du timing, hey, je te surprends là. Je vous rappelle que cet événement donc a été organisé au niveau mondial et qu'il faut, on remercie déjà pour votre participation et que on vous remercie pour votre soutien. Vous avez ici l'accès pour vous connecter directement au tirage au sort et permettre justement de continuer cette démarche communautaire avec cette notion de goodies qu'on peut obtenir à l'intérieur des événements. Bientôt, on reviendra dans des événements présentiels et à nouveau, on pourra se voir et puis participer à des tirages au sort. Faites attention à vous, prenez soin de vous, restez à l'abri si jamais vous n'avez pas besoin de sortir. Sachez que dans le cadre de l'organisation de ce virtual marathon, on s'est engagé. Justement, les organisateurs se sont engagés au travers de cette donation pour cette association. Donc, n'hésitez surtout pas à participer à ça. Et il y a des dons qui vont être faits par Virtual Marathon à cette association en votre nom. Merci pour ça. Il me reste juste pour terminer la session, à vous demander de bien vouloir poser vos questions. Je vais jeter un œil dans le Q&A, mais je vais garder cette diapositive à l'écran qui va vous permettre de donner quelques retours sur le contenu de la session. N'hésitez surtout pas, dites-moi si c'est bon, c'est pas bon, s'il faut tout changer, si c'est nul, n'hésitez surtout pas, je serai très heureux d'avoir vos retours là-dessus. Donc, je consulte ici les questions. Il n'y a aucune question, Nicolas. Tu as été super clair. Personne ne se pose de questions. Bon, j'ai comme peut-être 3-4 minutes qu'on peut encore... peut-être que tu as des questions, Serge? Non, je suis en train de les poser. Je suis allé très vite tout à l'heure dans l'explication du fonctionnement finalement des étiquettes. Si vous le voulez, ce qu'on peut faire, c'est, je vais juste prendre ici mon slide deck, celui que j'utilise pour cette présentation. Je vais vous le présenter à l'écran. Voilà. Donc là, vous devriez voir mes slides, mes diapositives à l'écran. Et vous voyez que ici encore, j'ai bien mon niveau de confidentialité qui apparaît avec la possibilité de définir le niveau de confidentialité de ce document-là. Ce qui est intéressant dans le processus de niveau de confidentialité, c'est que vous avez la possibilité dans le processus de dire est-ce que j'autorise l'utilisateur à changer le niveau de confidentialité sans autorisation préalable. Ça, c'est une demande super intéressante. Chez mon client actuel, ils avaient particulièrement la demande, donc ils avaient spécifiquement cette demande. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'était s'assurer que, justement, je ne pouvais pas changer mon document de sensible, par exemple, ou de restreint à public ou de restreint à sensible, sans avoir au préalable une autorisation par un groupe d'utilisateurs. Donc ça, c'est des scénarios vraiment très business, très intéressants, qui peuvent devenir très rapidement complexes. Et n'oubliez pas, là encore, que ce que vous livrez doit servir de support à un processus. Écrivez le processus, décrivez-le, et vous verrez que d'un seul coup, ça sera beaucoup plus simple. Une fois que le processus est décrit et que vous avez un référentiel sur lequel vous vous appuyez, mettre en place tous ces outils va s'avérer être extrêmement limpide pour vous. Très simple. Et donc, ça va vous aider pour la mise en place de tout ça. Donc, tout simplement, depuis Office ici, vous avez la possibilité donc, de venir modifier donc, tout ce qui est catégorisation et niveau de sensibilité. Alors là, je suis perdu parce que je ne retrouve pas ma souris.
Voilà, donc j'espère que cette session vous aura été utile et que ça vous donnera l'envie de peut-être mettre les pieds dans les étiquettes de sensibilité. Je ne suis pas rentré dans le détail de la mise en place des étiquettes de sensibilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le but du jeu, c'était pas de vous faire un speech de vente, là, mais plutôt... D'ailleurs, je vais ici revenir sur 2 ou 3 petites choses qui sont vraiment très importantes, qui est un de mes marronniers, en ce qui me concerne, en tous les cas, penser à l'impact que ça va avoir sur la gouvernance de vos outils. Je l'avais mis tout à l'heure dans mes diapos, hein, justement. Donc, ne sous-estimez surtout pas les conflits de gouvernance que vous allez obtenir, que vous allez avoir. C'est très politique. Tout de suite, dès qu'il s'agit de toucher au niveau de sensibilité et à la mise en place de ces informations, on touche très très rapidement à des choses assez complexes, parce que on ne sait pas qui a raison, on ne sait pas qui a tort. Souvent, et probablement à raison, hein, puisque les TI arrivent avec des solutions un peu toutes faites, le business s'est un peu dégagé de toute responsabilité par rapport à ça et fait reposer toute la responsabilité sur les TI. Donc attention à ça, attention aux engagements que vous prenez par rapport à ça. Ça peut avoir des conséquences assez désastreuses parfois. Autre chose très importante. Tout, Nico, il est rendu l'heure fatidique. Alors, j'ajoute juste un truc. Gardez un œil sur tout ce qui est audit à l'intérieur de la plateforme. Tout ceci ne peut fonctionner que grâce aux fonctions d'audit qui vont vous permettre de mettre en place après toutes les automatisations dont vous aurez besoin. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Nicolas. Super session, encore une fois. Et merci à tous les participants. Dans 10 minutes, Nico va être de retour pour une session sur la gouvernance des Power Tools, Power Platforms. C'est ça, Nicolas? Yep, exactement. OK, merci. À tantôt. À tout à l'heure.